La forme littorale va se nourrir de benthos, la forme pélagique de zooplancton, et c'est associé à des différences morphologiques importantes et même dans certains cas à des différences au niveau de la période de frai dans un même lac. Donc, les formes, finalement, ne se mélangent pas quand il y a cette distinction entre les formes de frai, entre les périodes de frai, excusez-moi. Les écotypes qui, moi, m'ont intéressé parce qu'on est à l'hiver, parce qu'on est sur le bord du Saint-Laurent, ce sont les résidents eau douce et les anadromes. Ce qu'on appelle les anadromes, c'est ce que la plupart des gens vont appeler la truite de mer. Alors, vous avez des formes qui peuvent, donc dans les mêmes cours d'eau, on peut retrouver ces deux écotypes-là qui sont les résidents et les anadromes. C'est quoi l'anadromie? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est l'utilisation d'environnements d'eau douce et d'eau salée par une espèce à différents moments de son cycle de vie. Donc, chez les anadromes, la reproduction va se faire en eau douce. Il va y avoir une période de croissance en eau douce pour les jeunes stades. Puis, à 1 an, 2 ans, on l'a même déjà vu chez des Plus pour l'homme de fontaine, on va avoir ce qu'on appelle la dévalaison. Donc, c'est bien connu chez le saumon atlantique. On passe de l'eau douce et on s'en va en estuaire ou on s'en va en mer selon l'espèce. Donc, les ongles s'en vont, les formes anadromes s'en vont en estuaire. Le saumon, par exemple, va s'en aller en mer. On appelle ça une migration trophique. C'est essentiellement pour aller chercher d'autres sources de nourriture. Et les formes anadromes ont accès à un garde-manger qui est vraiment très complet, qui est diversifié et c'est associé à une croissance qui est accrue chez cet écotype-là. Après une saison pour les ongles, après 1 an ou 2 ans, par exemple, chez le saumon atlantique, on va revenir de la mer ou de l'estuaire, selon l'espèce, vers l'eau douce. C'est ce qu'on va appeler la migration de reproduction. Et le sens de la migration de reproduction c'est ce qui va définir la caractérisation, comment on va caractériser une espèce. Par exemple, une espèce anadrome, c'est parce que sa migration de reproduction se fait de l'eau de mer vers l'eau douce, alors qu'une espèce catadrome qu'on connaît bien, l'anguille, on l'appelle catadrome parce que sa migration de reproduction se fait de l'eau douce vers l'eau de mer. Donc, on a des anadromes versus des résidents eau douce. Ces individus-là vont avoir des différences. Par exemple, une des choses qu'on va voir facilement, c'est ce qu'on appelle la robe. La robe, c'est le patron de coloration. Donc, un omble anadrome, une truite de mer, va prendre une robe argentée. La forme, en général, est différente aussi. Les poissons marins se tiennent en banc. Donc, la forme anadrome se tient en banc. Elle n'est pas territoriale quand elle est en mer. Et ces poissons-là, souvent, vont aussi nager ensemble. Ils vont avoir une forme aussi beaucoup plus qu'on appelle fusiforme, allongée, que ceux qui vont rester en eau douce. Ça améliore leur capacité de nage dans l'environnement marin. Et évidemment, ils ont accès, comme je disais tout à l'heure, à un garde-manger qui est assez différent, donc une meilleure croissance que ceux qui vont rester en eau douce. Les anadrobes, ce qui est super intéressant, ce qui rend la chose encore plus complexe, pour l'omble de fontaine, c'est que vous pouvez avoir dans une même rivière un seul pôle génétique, mais vous allez avoir de ce pôle-là certains individus qui vont avoir l'écotype résident puis des écotypes anadromes. C'est le même pôle. Dans d'autres rivières, ça a été par exemple ce que je viens de parler, la Sainte-Marguerite, dans le coin du Saguenay, c'est vraiment connu. Des équipes de Julian Dodson puis de Joe Rasmussen qui ont travaillé là-dessus pendant des années, puis c'était vraiment bien démontré. Dans d'autres cas, comme la rivière Laval qui se situe à Forestville, juste en face de chez nous, de l'autre côté du fleuve, là, c'est différent. Les anadromes et les résidents eau douce qu'on retrouve dans la rivière Laval font partie de 2 groupes génétiquement distincts. On pense en grande partie que c'est parce qu'il y a un isolement reproducteur qui s'est fait avec les années au cours de la Révolution. Donc, la reproduction n'est pas tout à fait en même temps, ce qui fait qu'ils ne se mélangent plus. Et en plus de ça, le patron de migration, vous pouvez avoir donc des écotypes résidents, des écotypes anadromes, mais en plus de ça, vous pouvez avoir des patrons de migration qui vont être différents selon la population anadrome que vous allez regarder. Par exemple, il y a déjà plusieurs années, en 2010, on avait comparé les mouvements migratoires de 3 populations anadromes, la Laval, donc au nord du
Saint-Laurent, juste en face là, de chez nous, dans la région de Forestville, la petite Cascapédia qui est dans la baie des Chaleurs, puis la rivière Kennebécassis qui était au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, des patrons fort différents. Si vous suivez la ligne noire, ce que vous avez, c'est le patron de migration de la population de la rivière Laval. Donc, vous avez des animaux qui passent l'hiver en eau douce. Dès le printemps, ils s'en vont en estuaire et là, ils vont rester dans l'estuaire tout l'été. Puis c'est seulement à la fin de l'été qu'ils vont revenir vers l'eau douce pour se reproduire. Sur la petite Cascapédia, c'était vraiment très différent. En fait, c'est comme s'il y avait tout d'un coup un mouvement migratoire au printemps. Ils s'en vont tous dans l'estuaire. Puis on avait des très jeunes qui partaient aussi vers l'estuaire. Mais oups, dès le début de l'été, ils reviennent en eau douce. Sur la Kennebécassis, qui était supposée avoir une population anadrome, on n'a jamais vu cette année-là qui ont été en eau de mer. Donc, on n'a pas trop compris. Mais bon, il y en a déjà qui avaient été observés, mais pas dans ceux que nous, on a suivis. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir dans une même rivière un écotype résident, un écotype anadrome. Puis, si vous changez de rivière, bien, vous allez avoir même dans les écotypes anadromes des mouvements migratoires qui vont différer. Mais ça ne va pas juste différer en termes de patrons migratoires. Ce qu'on a montré, c'est que si vous comparez différentes populations, vous allez avoir des différences au niveau de leur physiologie, donc au niveau de leur croissance, au niveau de la réponse au stress, au niveau du fonctionnement des branchies. Les branchies, c'est important hein, parce que c'est avec les branchies que les poissons font les échanges de sel et vont réguler leur pression osmotique avec le milieu extérieur. C'est super important. Et donc, on va avoir des différences et on va avoir aussi des différences dans les performances de nage, dans le métabolisme hivernal, entre plein d'aspects qui font en sorte qu'on étudie, on ne peut pas dire que ce qu'on trouve chez une population donnée s'applique à l'espèce parce que ça change d'une population à l'autre. Dans plusieurs de nos données, ça c'est un vieux PDF de 1997, à l'époque où ce n'était pas vraiment un PDF, c'est un petit peu croche, mais donc on a travaillé au cours des années sur 3 souches pour lesquelles on avait vraiment un intérêt particulier. En fait, on les a choisies. On avait la souche Laval, qui est la souche anadrome. Ensuite, on a travaillé sur la souche Rupert, qui est une souche résidente eau douce qui vient du bassin de la rivière Rupert, dans le coin du lac Mistassini, et sur des domestiques. Alors, les domestiques, en fait, c'est à peu près le même groupe au Québec. Ça se ressemble beaucoup d'une pisciculture à l'autre. Et c'est des hybrides de 2 souches qui a longtemps le ministère, qui maintenant, c'est Faunéparc avec le très long nom. Mais bon, à l'époque, ça s'appelait Loisirs chasse et pêche, avait utilisé 2 souches qu'on appelle la Nashua et la Baldwin pour faire des hybrides qu'on a utilisés en aquaculture. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve au niveau domestique. Pourquoi ces 3 souches-là? Parce que ce que vous avez dans le panneau à votre droite, c'est la distance génétique entre nos souches. Donc, Laval et Rupert, notre résident, et puis notre anadrome, qui sont très éloignés l'un de l'autre, puis les domestiques, on en a plusieurs qu'on avait testés, qui sont pas mal tous similaires, mais entre les 2 autres. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de vigueur hybride. Je veux juste vous mentionner que dans la plupart des trucs que vous allez voir, vous allez souvent voir des hybrides. La raison pour laquelle ça va souvent être là, puis je ne vais pas rentrer dans les détails comme je disais, c'est juste que à chaque fois qu'on a fait des expériences pour comparer nos souches, on a aussi comparé les hybrides. Quand vous avez des espèces différentes, alors les gens qui font l'élevage connaissent bien le phénomène de vigueur hybride. Si vous avez 2 espèces et que vous les croisez, vous allez avoir des performances accrues à la première génération par rapport à vos 2 espèces de départ. Puis une chose qu'on s'est rendu compte, et ça, plus les espèces sont différentes au niveau de ce qu'on appelle leur architecture génétique, plus on va avoir des phénomènes de vigueur hybride. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on croise des populations différentes d'ombres de fontaine, on a aussi ce phénomène de vigueur hybride. Donc, pour vous montrer à quel point, quand je travaille avec des souches différentes, je travaille avec des patrimoines génétiques différents, parce qu'à chaque fois, on va aller voir ce phénomène. Donc, je vous en montre juste un ici. Par exemple, ça, c'est juste la croissance. Alors, quand vous avez des croisements qui s'appellent, par exemple, DD, ça veut dire c'est domestique, domestique. RR, c'est Rupert. LL, c'est Laval.
Puis quand on regarde les hybrides qui sont entre les deux, donc les souches pures qu'on compare sont toujours sur les deux côtés. Puis, alors, quand vous avez des hybrides dont la performance est meilleure que celle des souches parentales, on a ce qu'on appelle de la vigueur hybride. Donc, normalement, je vois ça avec des espèces séparées, mais là, je le vois avec des populations séparées. Donc, juste pour vous dire à quel point mes populations ont des caractéristiques différentes. On a comparé des résidents et des anadromes au niveau de l'expression des gènes. On ne va pas aller dans le détail de chacun des gènes, faites-vous-en pas. Ça, c'est un genre d'image qu'on a. Alors, vous avez une échelle de couleurs dans le haut. Si vous partez d'une extrémité et vous allez à l'autre, ça montre, en fait, par des carrés de couleurs, on va aller représenter le niveau d'expression des gènes. Vous avez à votre gauche le bloc des résidents, puis à votre droite, le bloc des résidents ici qui étaient, dans ce cas-ci, c'était les résidents de la rivière Laval avec les anadromes de la rivière Laval. Puis là, vous pouvez voir jusqu'à quel point, quand on regarde juste au niveau des branchies, les gènes qu'on a regardés sont différemment exprimés entre les deux populations qu'on a. Ce qu'on voit, c'est des blocs de couleurs très différents qui sont vraiment associés à chacune des formes. On a vérifié leur performance de nage. Et pour ça, on avait, j'ai un de mes collègues, Régent Tremblay, qui a un beau canal de nage à la station aquicole. Alors, ce qu'on fait, on met, donc, ce que vous voyez, là, c'est une espèce d'anneau dans lequel on fait circuler l'eau. Puis, à intervalles réguliers, on va aller augmenter le courant. Puis, nos ongles, ils sont toujours dans la petite section carrée, là, ici, là, juste avant le truc gris. Puis, à un moment donné, quand le courant devient trop fort, oups, ils vont aller se coller sur la grille. Donc, on les enlève, on dit, OK, ils ont atteint leur vitesse de nage maximale. Quand on a fait ça, le graphique à gauche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en noir, c'est en eau douce, en blanc, c'est en eau de mer. Si je comparais mes résidents puis mes anadromes, j'avais exactement les mêmes performances de nage. Donc, j'arrive à la même façon, à la même vitesse maximale de nage. Mais quand on est allé voir plus dans le détail, ce qu'on s'est rendu compte, alors, c'est qu'il différait au niveau, par exemple, du métabolisme. Alors là, je vous montre juste à droite, c'est des caractéristiques. Par exemple, vous allez voir le lactate dans le muscle quand on fait de l'exercice puis que c'est anaérobie. Là. Les gens qui ont des crampes, c'est le lactate qui va s'accumuler. Donc, chez mes résidents, beaucoup plus de lactate dans les muscles, beaucoup plus de capacité qu'on appelle anaérobie parce que les muscles chez les poissons fonctionnent beaucoup sur ce type de métabolisme-là. Alors que chez les anadromes, on avait d'autres caractéristiques. Ils utilisent une autre forme de leur métabolisme, le métabolisme aérobie, qu'on appelle sur la base de l'oxygène, et aussi la forme de leur corps leur permet d'avoir la même vitesse de nage, mais à un coût moindre. On est allé après ça regarder le métabolisme hivernal parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe en hiver. Nos ongles, ils sont sous couvert de glace, dans des environnements assez froids, ils ne mangent plus beaucoup. Donc, comment est-ce que, par exemple, est-ce que c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans l'ensemble de la population, la façon de survivre à l'hiver? Alors là, on a comparé 3 populations, encore une fois, qui sont la souche rupert, une souche domestique, la souche Laval. Et là, je vais revenir juste dans le détail de mes 3. Alors, ce qu'on a, si je regarde juste les 3, les domestiques, qu'est-ce qu'ils font en hiver? Même s'ils sont en alimentation qui est moindre, ils continuent à accumuler de l'énergie puis ils continuent à grandir. Eux autres, probablement avec la sélection qu'on a faite, ils sont capables de s'ajuster facilement à ça. Mes anadromes, qu'est-ce qu'ils font? Mes anadromes, ils vont utiliser les réserves qu'ils ont dans leur foie, les réserves qu'ils ont dans leurs muscles, et en utilisant leurs réserves énergétiques, leurs lipides, le glycogène, ils vont aussi diminuer ce qu'on appelle leur facteur de condition. Ça veut dire qu'ils vont devenir plus minces, plus allongés, et donc au printemps, ils ont la bonne forme pour migrer en eau de mer. Ceux de la souche rupert, qu'est-ce qu'ils font? Complètement différent pour l'hiver. Eux autres, ils vont utiliser le gras viscéral. Donc, ils ne touchent absolument pas à la réserve qu'ils ont dans le foie. Ils ne touchent pas du tout à ce qu'ils ont dans le muscle. Et ils vont utiliser le gras qu'ils ont accumulé autour de leur viscère pendant la période de croissance. On s'est intéressé aussi dernièrement, donc ça, c'est les travaux de Julie dans la salle. Donc, pour voir aussi pour la diversité génétique dans des endroits, est-ce que, là, je vous parle de populations différentes qui sont loin, mais
est-ce que, par exemple, dans un environnement où toutes les populations sont rapprochées, est-ce qu'on va avoir cette diversité-là? Alors, Julie, elle travaille sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas très grand, tout près des côtes de Terre-Neuve. Vous avez en bas l'île de Saint-Pierre, ensuite Anglade, ensuite Miquelon. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a étudié des 3 hydrosystèmes par île. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que l'ombre de fontaine, c'est une espèce qui migre en estuaire, pas en pleine mer. Alors là, on est vraiment dans l'océan Atlantique. Alors, on s'est dit, bon, peut-être que les bras de mer, par exemple, qu'il y a entre Saint-Pierre puis entre l'Anglade, peut-être que c'est suffisant pour qu'il n'y ait pas d'échange de population et donc qu'on ait des populations qui sont génétiquement différentes. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé sur le plan génétique. Et là, ce que vous voyez, c'est à chaque fois que vous avez des pastilles de couleurs différentes, c'est la diversité génétique que vous avez malgré la proximité de ces hydrosystèmes-là. Donc, à chaque fois que vous avez une pastille, si vous en avez une rose puis une bleue sur la même île, ce sont des populations qui sont génétiquement différentes. Alors, ça veut dire que même dans des endroits, si moindrement, par exemple, il n'y a pas de flux d'une population à l'autre, si mes hydrosystèmes ne connectent pas, je peux avoir de l'adaptation locale, je peux avoir des modifications génétiques qui vont s'établir, des mutations qui vont rester là et qui vont faire en sorte qu'on va avoir une grande diversité génétique, même à l'intérieur d'un environnement quand même relativement restreint. Là, ce qu'elle fait actuellement, c'est qu'elle est en train de regarder si cette diversité-là au niveau de l'ADN se répercute au niveau de l'expression des gènes. Donc, ça, c'est la suite de son doctorat. Donc, je voulais vous parler de changement climatique aujourd'hui parce que, en fait, c'est sûr qu'on se pose la question, c'est une de nos espèces emblématiques, c'est une des espèces qui soutient une grande partie des pêches récréatives au Québec. Il y en a d'autres, évidemment, mais disons que l'ombre de fontaine est très importante pour ça. Changement climatique, ce que ça fait, ce n'est pas juste la température qui augmente, c'est les habitats qui changent. Évidemment, ça change la physiologie parce que les poissons sont des animaux à sang froid, donc ils prennent la température du milieu dans lequel ils sont. Si je change mes conditions de température, je change mes conditions internes. Mais c'est aussi l'alimentation qui change. Ce sont les maladies. On sait que l'ombre de fontaine, par exemple, dès qu'on atteint un certain seuil, son système immunitaire fonctionne moins bien, beaucoup plus sensible à différentes maladies qu'on appelle opportunistes, donc pour des pathogènes qui sont déjà dans le milieu. Mais le réchauffement des eaux, ça amène aussi les problèmes d'espèces invasives. Donc, et là, si on a des espèces invasives, ça peut être des nouvelles proies qui arrivent. Donc, je vais avoir des proies différentes. Ça peut être des nouveaux pathogènes qui arrivent. Donc, pour lesquels on n'a peut-être pas de protection, peut-être qu'on en a. Ça peut être aussi des nouveaux compétiteurs. Donc, une espèce qui arrive dans le système, mais qui est un compétiteur avec lequel l'ombre de fontaine pourra ou ne pourra pas faire face. Les espèces invasives, on a juste à penser dans les lacs où il y a eu du meunier qui a été introduit avec la compétition que ça a créé pour l'ombre de fontaine. C'est un bel exemple. Ce n'était pas les changements climatiques, c'était plus les pêcheurs. Donc, ce qu'on a fait, ça, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Alors, on a regardé les différences avant, on appelait ça faire des doses étales 50. On montait la température jusqu'à ce qu'il y ait 50 des poissons qui meurent. Maintenant, on ne fait plus ça. Alors, ce qu'on fait, ça ne passerait plus, mais j'adore ça. C'est des belles expériences qu'une de mes anciennes doctorantes, Clémence Gourté, avait amenées au labo. Ça s'appelle des challenges thermiques. Alors, ce que vous faites, vous montez graduellement la température dans les bassins. Puis dès qu'il y en a un qui vire, c'est ce qu'on voit ici, là, celui qu'on voit le ventre, là, on l'enlève tout de suite, puis on le remet dans un bassin bien aéré, puis le poisson revient tout de suite en forme, il n'y a pas de mortalité. Mais ça nous donne, quand on l'enlève de là, par exemple, on a plein de petits bassins à côté, là, ou de béchères avec des bulleurs parce que là, il faut vraiment qu'on détermine de quelle famille il vient, quand on compare des familles, quand on compare des souches, quand on compare des groupes, puis des fois ça va, c'est lent avant qu'il y ait un poisson qui tourne, mais à un moment donné, il y en a plusieurs qui tournent en même temps. Donc, mais c'est quand même amusant à faire. Moi, j'adore ça. Et donc, ce qu'on a montré ici, par exemple, ça, c'est intéressant. Alors, dans ce cas-ci, je vais encore vous montrer à quel point cette espèce-là a toujours des surprises. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait,
c'est que pendant l'incubation des œufs, puis pendant la période où les œufs utilisent leur sac vitellin, on a utilisé 2 températures différentes, une à 5 degrés et une à 8 degrés. C'est la seule différence entre les deux groupes. Puis à partir du moment où ils sont mis à manger par eux-mêmes, tout le monde a été à la même température jusqu'à plus qu'1 an. Donc, mais quand on regarde plus d'1 an après, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on va appeler leur seuil critique va être différent entre les deux. Et ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas ceux qui étaient à la température la plus chaude qui tolèrent le mieux la chaleur, c'est l'inverse. C'est ceux qui étaient à la température la plus froide. Et donc, des conditions de température que j'ai appliquées très tôt dans le développement ont changé la réponse à la température chez des animaux qui avaient 1 an de plus. Je vais vous parler d'une autre notion qu'on appelle l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est la discipline de la biologie qui va étudier les mécanismes qui vont modifier de manière réversible, ça veut dire que ça peut revenir à ce que c'était avant, transmissible, donc ça peut être transmis d'une génération à l'autre, et adaptative, l'expression des gènes, mais ça ne modifie pas la séquence des gènes. C'est ça qui est intéressant avec l'épigénétique. Ce que ça va faire, il y a au moins 3 mécanismes différents, mais ce que ça fait, c'est que ça change l'environnement autour de la chaîne d'ADN, et donc ça change la façon dont les gènes vont être exprimés. Ça peut aussi, donc, alors ça veut dire, et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être transmis d'une génération à l'autre. Donc, quand on parle de changements environnementaux, vous devez entendre maintenant beaucoup plus parler d'épigénétique au lieu de génétique, parce que c'est une façon de s'adapter à des nouvelles conditions sans qu'on ait recours à des mutations. Alors là, je vais vous parler du projet de Rislène, celle qui m'a présenté. Alors, elle, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi des alevins qui sont à 5 degrés, des alevins à 8 degrés, mais on a en même temps des alevins qui sont issus de 2 groupes parentaux. Alors, des parents qu'on a acclimatés à une température, puis les autres seulement à 2 degrés de plus. Juste 2 degrés à la fin de la période de maturation des gonades. Donc, juste à la fin de la période où les gonades se développent, à l'automne, quand les poissons ont terminé leur séjour en eau salée, donc à la station aquicole, ce qu'on fait, c'est qu'on mime le mouvement migratoire. Et donc, on met nos géniteurs en eau de mer pendant tout l'été jusqu'à la mi-septembre. Donc, de mi-septembre jusqu'au développement des gonades, on a appliqué seulement 2 degrés de différence chez les parents. Allez regarder, dans un premier temps, ce qui se passe au niveau de l'expression des gènes au niveau du cerveau. Si vous regardez le graphique de gauche, vous allez voir en haut, vous avez une barre rouge. Ça représente ceux dont les parents étaient à température chaude. Vous avez de l'autre côté qui distingue le groupe complètement. Vous avez la barre bleue pâle. Ce sont les alevins dont les parents étaient à une température 2 degrés moins que les autres. En haut, vous avez du jaune brûlé, là, puis un bleu plus soutenu. Ça, c'est les alevins qui sont élevés soit à 5, soit à 8. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que mes 2 groupes, là, ce n'est pas où les alevins ont été élevés, c'est la température des parents. Ça veut dire que la température des parents est allée influencer l'expression du génome. Là, on est dans le cerveau, celui-là, parce qu'elle a aussi tous les génomes au niveau des autres organes qu'on a mis ensemble parce que les alevins n'étaient pas gros. Mais juste au niveau du cerveau, regardez la différence juste d'avoir des parents qui sont à 2 degrés de différence. Et ce qui est intéressant, donc si on regarde ça, à droite, vous avez par exemple le nombre de gènes qui sont différemment exprimés en fonction de la température parentale. On est à 9050. Si je regarde juste qui sont différemment exprimés en fonction de la température à laquelle les alevins ont été élevés, il y en a juste 79. C'est vraiment donc l'importance, l'effet épigénétique qu'on a ici. Donc, comment les parents peuvent transmettre un signal, OK, je ne suis pas à la même température, fait qu'il y a des trucs qu'il faut que j'envoie des signaux au niveau du développement des jeunes, donc qui vont être différents. Et ce qu'elle a montré, c'est que ce qu'on avait comme régulation
à la hausse, donc chez les jeunes qui étaient issus des parents qui étaient juste à 2 degrés plus haut, c'était des gènes dont les fonctions peuvent compenser la réponse à des températures plus élevées, soit au niveau du métabolisme, soit au niveau de la réponse cellulaire au stress, le stress antioxydant et tout ça, et au niveau de l'immunité. Donc, l'ombre de fontaine, est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter au changement climatique? Je ne vais pas vous donner de réponse comme telle, mais moi, je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas un nombre de fontaines. Il y a une multitude d'ombres de fontaines, une multitude de phénotypes qui sont différents d'une population à l'autre. C'est une espèce qui est extrêmement plastique et qui peut s'adapter à plusieurs conditions différentes et présenter plusieurs potentiels adaptatifs qui sont différents. Cependant, cette richesse-là, elle réside essentiellement dans sa biodiversité. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque fois qu'on étudie une souche, on a des réponses différentes. Alors, cette richesse de biodiversité-là, ce n'est pas une espèce qui a des potentialités, c'est chacune des populations qui a une potentialité différente. Et donc, quand on est en période de changement climatique, ce qu'on doit faire, c'est de préserver cette biodiversité. Parce que chaque perte de population, c'est une perte de richesse adaptative. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important quand on pense au devenir d'une espèce. Les salmonidés sont sur Terre depuis plusieurs millions d'années. On dit que les ombres, peut-être 10 millions, quelque chose comme ça. Donc, l'ombre de fontaine, elle en a connu d'autres périodes de changement climatique. Elle en a connu des majeurs. La dernière glaciation, c'est un bon exemple. Là. Alors, toutes les ombres qu'on a actuellement sur notre territoire, c'est des ombres qui ont recolonisé le territoire après la dernière glaciation, puisqu'on était sous des kilomètres de glace. En 2010, je me suis surpris en préparant cette présentation. Je me suis surprise à relire ce qu'on avait écrit en 2010 avec Alan Curry, puis on était avec, il y avait Fred Worski qui était à la Fédération du Saumon Atlantique à l'époque et Louis Bernatchez. On avait essayé de réfléchir sur l'origine des ombres anadromes, l'origine du comportement. Mais bon, on avait des hypothèses et tout ça, mais ce qu'on avait écrit à l'époque dans la réflexion qu'on avait, on s'était dit que les différences qu'on voyait en fonction des rivières et la capacité aussi d'aller coloniser d'autres rivières, que c'est probablement quelque chose qui persistait encore dans le nord. Parce que là, ce qu'on a remarqué quand on est dans les régions plus au sud, il n'y a pas beaucoup. Si vous regardez les différentes, là, si on regarde juste au niveau de la signature génétique, plus les rivières sont proches, par exemple, si vous prenez toutes les rivières le long de l'estuaire du Saint-Laurent, les rivières qui sont proches, vous avez des espèces qui sont un petit peu plus proches, mais dès que vous augmentez la distance, ça devient de plus en plus différent. Donc, on sait qu'ils ne se promènent pas trop d'une rivière à l'autre. Mais dans le Nord, ça existe encore. Et ce qu'on s'était dit que c'était à l'époque, c'est avec un réchauffement, par exemple, un réchauffement généralisé, un réchauffement comme on connaît. Donc, il y aurait peut-être des nouvelles opportunités pour créer de nouvelles ou des populations, c'est-à-dire comme une recolonisation, si on veut, de nouveaux habitats dans le Nord. Il faut bien penser que les ombres, la façon, vous avez les ombres de fontaine qui sont à une certaine latitude, puis à un moment donné, plus au nord, c'est l'ombre chevalier. Donc, dispersion vers le nord, ça veut dire que si les conditions deviennent trop chaudes, on peuvent aller au nord pour les populations qu'on trouve dans les rivières. Vous allez me dire qu'est-ce qui arrive avec celles qu'on retrouve plus dans les lacs. Je vais vous donner un bon exemple. Alors, ça ici, c'est de ce qu'on appelle la truite rouge, c'est de l'ombre chevalier. Alors, l'ombre chevalier, c'est l'espèce qu'on va retrouver la plus au nord dans les ombres. C'est septentrional. Et l'ombre chevalier, aux dernières glaciations, il y en a à un moment donné qu'il remontait, mais oups, il se retrouvait pris dans des refuges, dans des endroits en eau douce où d'un coup, il n'y avait plus de lien entre deux hydrosystèmes, par exemple. Et ça fait ce qu'on appelle des populations landlockées. Alors, ils sont restés coincés dans des habitats qui ne sont plus des habitats rivières, dans ces cas-là, qui sont des lacs. Et on en retrouve au Bas-Saint-Laurent. On en retrouve en Gaspésie, de ces populations-là, qui sont bien plus au sud que les populations du nord. Je ne serais pas surprise du tout que l'ombre chevalier ait les mêmes potentialités au niveau de la plasticité que l'ombre de fontaine. Donc, même pour ces populations-là
qui ont été prises au sud, donc dans des conditions beaucoup plus chaudes que ce qu'elles aiment, on a eu des adaptations locales et des populations qui ont pu y rester. Alors, ça veut dire que dans les deux sens, il y a des possibilités, mais comme je le disais, ce qui pour moi est essentiel, c'est de maintenir la biodiversité pour aller réussir à garder les mêmes potentialités adaptatives au niveau de l'espèce. Et chacune des populations n'a pas nécessairement la même potentialité. Donc, tout ça, c'est du travail d'équipe. Amélie Crespel, Amélie est en haut à gauche, donc Amélie n'est plus ici, mais c'est une de celles qui a beaucoup contribué aux travaux sur l'homme de fontaine. René Gagné, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Donc, là, c'est tout le groupe Clémence, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est en haut. Vous avez rencontré Ghislaine. Julie, elle est sur la photo de groupe, elle est à gauche. Donc, Léopold là-bas qui est en train de frayer, qui nous a beaucoup aidés. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, c'est le travail de mes étudiants. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je peux les prendre. Merci beaucoup, Céline. J'ai fait 45 minutes. Ah, je suis surprise. Bon. Je ne pensais pas que j'avais fait ça. Non, peut-être 40. Merci pour cette belle présentation. Et on passe maintenant aux questions. Donc, dans la salle, si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro. Et aussi sur le chat. Première question. Merci, Céline. Très intéressant tout ça. J'ai une question par rapport à l'homme de fontaine et sa distribution. Donc, ici, dans l'estuaire Saint-Laurent, est-ce qu'on est aux distributions le plus au sud ou est-ce qu'il existe déjà aux États-Unis? Il y en a aux États-Unis. Puis, t'en as dans les Maritimes, il y en a en Ontario. Ce n'est pas une espèce qu'on retrouve très au sud aux États-Unis, mais on va la retrouver dans les États qui sont les plus au nord, du côté est. Donc, oui, il y a des populations encore là-bas, et qui ne sont pas des... Il faut faire attention. Il y a de l'homme de fontaine qui a été ensemencé à peu près partout. Là. Il y en a en Amérique du Sud, alors que cette espèce-là ne vient absolument pas d'Amérique du Sud. Mais donc, de façon naturelle, oui, il y en avait encore dans le nord des États-Unis, maritimes. Le long du Saint-Laurent, toutes les rivières qui donnent dans l'estuaire du Saint-Laurent ont des populations d'andrones. Donc, avec ça, est-ce que tu sais si, par exemple, tes collègues dans les États-Unis, ils voient déjà un effet du changement climatique sur leur population? Tu as parlé de la diversité, mais j'imagine s'ils ont dans une situation plus précaire, tu vas avoir diminuer ta population pour y arriver avec la diversité de créer le stock qui va être capable de survivre. J'ai moins vu de choses aux États-Unis. Je pense que ce n'est pas dans leurs espèces, les espèces phares. C'est sûr qu'il y a des gens qui regardent ça, mais c'est pas, il n'y a pas des programmes, je n'ai pas connaissance de programmes très développés à ce niveau-là. Ça reste que c'est pas, eux autres, nous autres, on a un grand intérêt pour tu sais comment ça fonctionne, la recherche? Plus il y a un intérêt commercial pour une espèce, plus il y a des sous pour la recherche. Au Québec, l'importance de l'homme de fontaine, c'est parce que c'est une espèce qui soutient une énorme industrie de pêche récréative. Donc, mais aux États-Unis, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a bien d'autres espèces qui sont plus importantes. Actuellement, d'ailleurs, ils ont des gros programmes sur plus des populations côtières parce que leur pêche récréative en milieu côtier sont très, très développées. Mais eux autres, là-bas, ils n'auront pas de domble, l'anodrome, c'est d'autres espèces. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement sur cette espèce-là. Je n'ai pas vu grand-chose actuellement. Je pense qu'on est plus avancé qu'eux pour ce qu'on fait pour la température. Ouais. Peut-être une petite dernière. Par rapport à ça, donc, c'est une espèce emblématique, très pêchée. Est-ce que tu penses que c'est bien géré et est-ce qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à le changement climatique qui va arriver, plus la pêche qui peut... La gestion dans les lacs est faite par la plupart, par les ZEC en général. Puis la gestion dans les lacs
elle est, tu sais, il y a des permis de pêche et tout ça, c'est assez bien géré. Ce qu'on voit actuellement, c'est une diminution des populations anadromes. Parce que les populations anadromes, quand ils s'en vont en estuaire, ils tombent dans un vide juridique. Alors que le provincial s'occupe des permis de pêche en eau douce, le fédéral s'occupe des permis de pêche pour les espèces marines, mais les anadromes, catadromes, quand tu es en estuaire, souvent, c'est plus compliqué. Alors maintenant, il y a des quotas pour les ondes anadromes quand tu vas pêcher, mais on sait on pense que c'est probablement moins bien suivi parce que ce qu'on voit actuellement, c'est une baisse de plusieurs populations anadromes. Puis le problème, c'est comme on ne les connaît pas bien, en fait, on a dirigé, à un moment donné, dans certaines rivières, l'effort de pêche pour les pêcheurs de saumon où il y avait moins de saumon vers la truite de mer, mais sans connaître nécessairement ces formes-là, leur niveau de reproduction et tout ça, parce que ce n'est pas la même chose que les résidents d'eau douce. Et donc, on a eu de ce côté-là, il y a eu des manques et on sait que ces populations-là, c'est beaucoup plus fragile. Merci beaucoup. De rien. Merci Céline pour cette belle conférence. J'ai une question un peu néophyte en fait. Dans le bassin que tu as montré, dans lequel vous montez la température, oui. Est-ce que c'était plusieurs espèces différentes? Non, c'était toutes, c'est des ombres juste, dans ce cas-là, dans celui que je vous ai montré, c'était juste différentes familles à partir de la même souche, mais où on avait mis la moitié des alevins dans certaines conditions quand ils étaient petits, puis l'autre moitié dans d'autres conditions. On les garde, après ça, on les élève pareil, on les garde dans des bassins séparés, puis dès qu'ils sont assez vieux, on leur coupe la nageoire adipeuse pour certains, donc ce qui fait qu'on les reconnaît. On sait qui est qui. Okay, parce qu'en fait, là, tu avais montré des exemples qu'à l'hiver, il y avait comme 3 espèces différentes. La Val, oui. Rupert, ils se comportaient différemment par rapport à l'alimentation. Oui. Mais est-ce que quand tu montes la température, est-ce qu'ils vont se comporter aussi différemment? Est-ce que... Par exemple, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est une expérience où on augmente la température rapidement. Mais quand tu élèves des alevins juste à 3 degrés de différence, tu ne verras pas beaucoup de changements dans le comportement. C'est parce que les différences ne sont pas assez énormes pour créer un épuisement du sac. Tu sais, quand ils sont tout jeunes, ils ont un sac vitellin. Donc, on n'a pas d'épuisement du sac vitellin rapide et on n'aura pas vraiment de gros changements. On l'a fait à un moment donné avec l'ombre chevalier. Je ne sais pas trop ce qu'on avait fait, en tout cas. Pour moi, on avait raté notre coup en termes de planification parce que nos alevins d'ombre chevalier sont devenus des vraies petites fusées. C'était ridicule. Le sac vitellin était utilisé tellement rapidement que là, puis il y avait des mouvements. En tout cas, là, il y avait vraiment des gros problèmes de comportement, mais je pense que c'est nous autres qui avaient été au-delà de ce qu'ils pouvaient supporter. Mais quand on est dans des... Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste dans des marges qui sont très petites, mais qui apportent des gros changements après. Okay. Est-ce qu'on les retrouve aussi dans les fjords de Labrador? Pardon? Est-ce qu'on les retrouve aussi dans les fjords de Labrador? Est-ce que plus au nord, est-ce que... En fait, tu vas retrouver l'ombre de fontaine. Tu sais, si tu prends la baie James, tu as des populations anadromes tout le long. Quand tu commences à monter dans les rivières de la baie du Son, tu vas passer de l'ombre de fontaine à l'ombre chevalier. C'est l'ombre chevalier qui remplace. Okay. Même chose au Labrador. Tu vas commencer, c'est de l'ombre de fontaine. Le oups, après ça, c'est l'espèce plus nordique. C'est l'ombre chevalier qui va prendre la place. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup. Oh mon Dieu! Je suis arrivé avant toi. Je vais aller me cacher. Donc, merci Céline pour la présentation. Par rapport au... c'est un petit peu en lien avec la question que Gesche a posée. Souvent, lorsque l'environnement change rapidement, présentement la température augmente, il y a un effondrement des populations les plus méridionales avant que des populations puissent s'implanter au nord, là, dans l'ordre logique des choses. Est-ce qu'on commence à voir, dans le cas de l'ombre de fontaine, des pas nouvelles pour le moment. Je n'ai pas vu rien qui avait été rapporté comme quoi on avait... Puis moi, j'ai l'impression que
Comme je te dis, moi, j'ai étudié des populations qui sont beaucoup plus nordiques, mais je suis pas mal sûre que si j'étudiais des populations plus au sud, je verrais possiblement des potentialités adaptatives différentes. Parce qu'on n'a pas encore de signes, à moins que tu n'en as pas vu toi non plus, hein, dans ce que tu as fait, on n'a pas de signes. Non. Puis, pour le moment, en tout cas, on n'en rapporte pas encore. Ça fait que ce qu'on sait, c'est que c'est une espèce qui aime les eaux froides, beaucoup d'oxygène. Mais puis, il faut dire aussi, comme je disais, c'est une espèce importante sur le plan récréatif. Donc, il y a quand même un souci de bien gérer les habitats dans lesquels elle est au Québec. Ça, c'est clair. Merci. Merci Céline d'une belle présentation. C'est une belle réflexion sur le devenir d'une espèce. Ça fait qu'après 35 ans de recherche dessus, c'est vraiment cool d'avoir ça ce soir. Je ne suis pas très à jour là, dans mes notions d'anadromie, mais évidemment, ils vont dans les milieux estuariens pour se nourrir. La nourriture est différente que par rapport à des milieux d'eau douce. Moi, je suis toujours intéressé par la bouffe. Mais j'imagine, comme ils vont tous se reproduire dans le même endroit, y a-t-il des travaux qui ont été faits sur le succès de reproducteur des anadromes versus les résidents? Ou... Ça n'a pas vraiment été... oui, il y a des choses qui ont été faites. On sait que chez les anadromes, c'est vraiment lié à la taille des femelles. Il y a vraiment un lien là-dedans. Ça, c'est clair qu'il y a un lien entre le succès de reproduction et la taille des femelles. Comparé aux résidents, en fait, c'est parce que c'est deux choses différentes. C'est dur à comparer parce qu'il faudrait qu'on les suive longtemps. Tu sais, quand tu as un résident qui est long comme ça, tu as un anadrome où la femelle est longue de même. Je veux dire, dans un cas, on essayait à la station de faire de la reproduction des deux. Chez les anadromes, on pouvait avoir par femelle 2 à 3 000 œufs. Un résident, on a arrêté parce que c'était tellement d'ouvrages, c'était 100 à 150 œufs par femelle. Tu sais. Fait que c'est sûr que même si elle a un succès reproducteur à 90 % comme l'autre, il y a moins de progéniture, mais est-ce que sur les sites de frais, il y en a plus? Ça, je ne connais pas d'études comparatives dans un même système où tu suis les deux groupes de géniteurs puis vraiment voir ce qui arrive. Puis surtout, c'est compliqué quand c'est le même pôle génétique. Puis dans le contexte de changement climatique, dans les petits estuaires, ils risquent d'avoir des changements de température qui vont influencer leur nourriture éventuellement. Crois-tu que ça peut avoir un impact sur le succès de ces anadromes-là? Bien, c'est sûr que c'est une migration, comme on dit, c'est une migration trophique. Ce qu'ils vont chercher, c'est un avantage alimentaire. Puis tu le sais, à peu près toute la qualité des proies estuariennes et marines est en train de changer. Donc, c'est sûr que la qualité des œufs d'une femelle dépend de ce qu'elle a mangé, dépend de ce qu'elle va être capable d'amener dans le vitellus. Si la qualité des proies estuariennes et marines diminue, c'est sûr que la qualité des œufs va diminuer. Ça, c'est clair. Mais je n'ai pas vu de choses comme ce qui se fait sur d'autres espèces là, pour les étiquettes. Je n'ai pas vu rien de spécifique. Okay. Je vais te faire travailler sur une autre espèce, finalement. Oui, c'est ça. Il faut que tu restes encore là. Merci. Mais c'est ça, je n'ai pas rien vu là-dessus encore. Ah, il y a de la place. Il y a de la place. Donc, juste pour faire une petite note pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'actuellement, ce qu'on pense, c'est que la qualité dans le milieu estuarien et le milieu marin, tu me corriges, les gens, si j'ai quelque chose de débile, c'est que les acides gras qui sont essentiels à la plupart des organismes sont produits par les souches planctoniques, puis là, actuellement, de phytoplancton. Puis là, on s'en va vers des cellules qui sont différentes, phytoplanctoniques avec le réchauffement, qui sont plus petites, qui ne produisent pas nécessairement les mêmes acides gras. Donc, toute la chaîne alimentaire est modifiée. Donc là, c'est sûr qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ça sur toutes les espèces. Moi, j'ai une question liée à la dernière question, justement. Oui? Est-ce qu'il existe des populations de truites de mer, en fait, d'ombres de fontaine en rivière qui sont exclusivement anadromes ou qui sont tout le temps en sympatrie avec les résidents puis les anadromes? Parce que c'est des migrateurs partiels, il me semble. Est-ce qu'à cause des changements climatiques, ils pourraient, bouder le pathway de devenir anadrome au profit de rester résidents en rivière?
Ça se pourrait. Mais en général, quand on a une population anadrome, on a toujours on voit toujours des animaux aussi qui restent en eau douce. Mais dépendamment de comment les conditions évoluent, ça se peut que ça joue sur sur les proportions relatives des deux écotypes. On n'a pas d'informations encore à ce niveau-là, mais en fait, c'est quand, par exemple, quand tu as le même pôle génétique, ce qu'on pense, en tout cas les théories actuelles, c'est que quand il y a des animaux qui vont trouver un certain avantage à migrer, pas les autres. Donc, si tu changes les conditions du milieu, peut-être que ceux qui vont trouver des avantages soit à migrer, soit à ne pas migrer, les proportions vont être différentes. Comme par exemple pour la Sainte-Marguerite, une des hypothèses où là, tu as le même pool génétique, une des hypothèses, c'est que les hommes de fontaine, ils sont très territoriaux. Hein. Quand ils sont en eau douce, ils défendent un territoire, même petit. Ils sont assez agressifs. Et ce qu'ils pensent, c'est que c'est les plus forts qui sont les résidents d'eau douce. Et que les plus forts, en fait, s'établissent sur un territoire, ils deviennent résidents. Puis les autres, c'est un risque migrer. Là, c'est dit en termes très anthropomorphiques. Là. Mais donc, ceux qui sont moins capables de défendre un territoire, il y a un avantage à migrer, puis à prendre le risque de migrer. Puis une fois qu'ils ont migré, ils deviennent plus gros, puis ils peuvent revenir. Donc, c'est des hypothèses qui ont été émises, mais on pense que c'est une question d'avantage en fonction des caractéristiques de l'animal de prendre un écotype versus un autre, quand c'est le même pôle génétique. Donc, si les conditions changent, puis que les avantages ou désavantages sont modifiés, ben, tu peux avoir peut-être des proportions qui vont être différentes. Fait que de ce que je comprends, sur la Sainte-Marguerite, ils choisissent, entre guillemets, l'anadromie en dépit d'avoir un taux de croissance suffisant dans les premières années de vie. Il y en a qui vont choisir l'anadromie, puis on pense que c'est les moins capables de défendre un territoire en eau douce quand ils sont tout petits. Puis est-ce que ce serait possible d'induire une anadromie en augmentant les densités de poissons dans certains... Il y en a qui ont parlé de facteurs qui peuvent être densité dépendants, oui, parce qu'effectivement, c'est un habitat où, par exemple, tu vas avoir des ressources qui sont restreintes, ben, tu as avantage à t'en aller pour manger et à trouver une autre source de nourriture. Puis l'anadromie peut être favorisée. Fait que mais c'est des questions qui restent en suspens parce que ce qu'on constate, on voit les patrons, mais c'est difficile de dire pourquoi ça arrive. Mais les phénomènes de densité-dépendance jouent certainement. OK, merci. D'autres questions? Il n'y a pas de questions en ligne? Donc, non. Bravo. Oups. Ah oui, le micro dans le décor. Belle présentation. Merci. On avait vu en génétique, en comparant les marqueurs microsatellites entre l'Arctic Char et l'ombre de fontaine, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de différences. Puis je suis un peu moins féru là-dedans, mais je me suis toujours demandé s'il y avait eu une spéciation à un moment donné dans l'histoire glaciaire ou quoi que ce soit, puis que est-ce que l'Arctic Char est devenu l'ombre de fontaine ou vice-versa? Non, c'est deux espèces différentes. Ah ouais, Par OK. contre, il y a des endroits où il y a eu des hybrides et ça paraît encore. OK. Quand ils regardent les microsatellites, il y Ouais. a des signaux qui montrent qu'il y a eu de l'hybridation à un moment donné, mais ta forme, par exemple, l'ombre chevalier est restée de l'ombre chevalier, mais on OK. voit qu'il y a eu une intégration de certains marqueurs. Les marqueurs satellites sont des marqueurs neutres, donc ils sont gardés. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont eu des gènes qui, eux autres, qui ont gardé aussi des gènes qui vont être, eux autres, codants? Ça je ne pourrais pas te le dire parce que souvent, ces études-là, on les fait avec des trucs qui sont non codants. OK. Puis c'est quoi le nom de l'hybride? C'est l'article de Fontaine? Ben, en fait, pour le moment, ce qu'on voit quand on voit ça, ça reste des ombres chevaliers. Hein, c'est des ombres chevaliers. C'est juste que quand ils regardent, ils savent qu'il y a eu l'hybridation il y a longtemps. Je veux dire, ça n'a pas changé l'espèce. En fait, tu peux faire des hybrides de façon. On a déjà fait à la station. Ouais. C'est des espèces qui sont relativement proches et tu peux faire des hybrides ombres de fontaine, ombres chevaliers. Ça, tu peux le faire. Les espèces ne sont pas assez différentes pour avoir des jeunes qui ne seraient pas viables. Oui, ils sont viables. Oui, ils sont viables. Cool. Oui. Merci. D'autres questions? Oui. Luc?
On a... Je ne sais pas comment le mettre ça là-dessus. Je ne sais pas si il est en mute ou non, il n'est pas en mute. Parce qu'on voit une main levée, mais on ne voit pas Oui, de... mais Et on ne peut pas avoir le son. Ouais, on ne vous entend pas. Peut-être juste écrire la question? Ouais, sur le chat. Je suis désolée, on ne vous entend pas. est-ce que tu peux parler? Oui, je peux parler. Est-ce qu'on m'entend? Non. On entend un petit peu, mais... On entend, mais ça a l'air de venir. C'est ça. On entend la Ça a l'air de console. venir de très loin. Ben, vous êtes très loin aussi. Non, on n'entend pas. Est-ce que tu peux écrire ta question dans le chat? Oui. Bonjour Céline. Ben, peut-être juste m'envoyer votre question par courriel. Parce que là, on ne voit rien. Ah, On n'a pas eu les mêmes effets en croisant les rupères et les domestiques. les mêmes effets. Ah, c'est Luc au CTSS? Oui, c'est ça, parce qu'il m'a dit bonjour Céline, ça doit être lui. Ben, oui, c'est ça. OK. Alors, ben écoute, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas eu les mêmes effets que nous si vous avez croisé les deux. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plasticité phénotypique, c'est qu'on va exprimer un phénotype différent selon l'environnement où on est. Puis au CTSS, vous avez des conditions environnementales différentes de celles qu'on a à la station. En fait, c'est ce que vous avez une eau beaucoup plus dure, par exemple, dans la baie des Chaleurs, si je ne me trompe pas, que ce qu'on a nous autres. Donc, déjà là, des conditions de la chimie de l'eau qui sont différentes. Puis, il suffit que nos conditions de température ou autres soient différentes pour qu'on arrive avec des phénotypes qui sont différents. Donc, je ne suis pas surprise. Et je vais juste en rajouter, c'est qu'en fait, je n'ai pas montré ça ici, mais on a fait ces croisements-là que je montrais tout à l'heure. On les a fait à la station aquicole à Pointe-au-Père, dans des conditions où on ne sont pas, c'est-à-dire c'est des conditions semi-contrôlées. On laisse la température évoluer de façon naturelle, mais on les a fait aussi, on a mis les mêmes hybrides et autres au LARSA, où là, c'était des conditions à l'Université Laval contrôlées, température constante, et on n'a pas eu du tout les mêmes réponses. Donc, je ne suis pas du tout surprise de ce que tu me dis. Les phénotypes varient avec les conditions environnementales. Donc, quand je parlais d'une énorme plasticité, c'en est encore un bel exemple. Est-ce que ça répond à ta question? Alors. Intéressant. Ça répond à ça. D'autres questions? Dans la salle ou en ligne? Non? Oui. OK, donc je vais pouvoir clôturer la conférence. Donc, merci beaucoup Céline pour cette belle présentation. Et merci pour vous aussi donc, pour votre participation. Et la série, en fait, des conférences au rythme du Bas-Saint-Laurent, ça se poursuit. Et en fait, ça serait cette fois-ci avec le professeur de l'ISMER, André Pillerin. Ça va être le 16 octobre, donc dans 2 semaines. Même heure, même endroit. Et ça va être sur la science bipolaire
les hauts et les bas du cycle du carbone. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée.